Les gars, ultra heureux de revenir sur ce nouveau format, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. J'ai eu la chance d'ouvrir mes messages Instagram et j'ai lu un de ses messages. Alex est ici avec moi. Très difficile de définir ce que tu fais, donc je vais te laisser peut-être expliquer aux abonnés ce que tu fais et comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. D'accord. En fait, je suis tout simplement, on va dire, un directeur culinaire. C'est-à-dire qu'au cours de mes années, j'ai monté mes propres restaurants. Ouais. Et en fait, j'ai jamais été la personne qui est dans la cuisine et qui sort les plats. Ouais. Par contre, j'étais derrière les menus, derrière les cartes, et c'est moi qui formais mes staffs pour être en salle. D'accord. Parce qu'en fait, le plus important dans un restaurant, enfin, tout est important, Ouais. mais c'est surtout l'accueil des gens qui se sentent bien. Ouais. Et j'étais un petit peu l'âme de mes restaurants. Donc, en cuisine avec mes staffs et après en salle avec les gens. D'accord. Donc, pour revenir un peu à ton message, tu m'avais écrit, tu m'avais dit que tu as été dans ce business en Chine depuis plusieurs années. 16 ans exactement. 16 ans. Et ici, tu débarques à Dubaï. C'est un nouveau monde pour toi. Voilà. Corona, tout est fermé. Dubaï, c'est ouvert, c'est la folie. Exact. Et donc, ça t'intéresse. Et tu viens ici. Et c'est un nouveau challenge après une dizaine d'années d'expérience et de business qui sont ouverts en Chine et ailleurs. Et donc, ça, c'est un peu l'image globale que j'ai perçue sur ton message. Je me suis dit, Alex, il doit venir dans ce podcast. Parce qu'on avait rencontré des gens qui étaient déjà à Dubaï. Okay. Et on a appris de leur expérience. Aujourd'hui, on va découvrir un peu comment est-ce que tu as démarché tes business et comment tu vas te relancer dans un nouveau business à Dubaï. Okay. Mais repartons un peu en France, avant que tu quittes la France pour la Chine. Okay. Pourquoi tu as quitté la France et dans quel esprit? Alors pourquoi j'ai quitté la France? Tout simplement parce que je ne me sentais pas pouvoir m'épanouir dans mon pays. J'ai eu une formation scolaire pas classique, parce que j'ai fait du sport-études. Okay. Et donc j'étais dans les clubs de foot, faire du sport-études. Et puis au final, une fois sorti du cursus professionnel footballistique dû à des blessures, je me suis tourné vers le professionnel et j'ai vu qu'en fait, c'était pas possible pour moi d'évoluer. D'accord. Et alors, la vie m'a amené à arriver en Chine. Et du coup, c'est le fait que je sois arrivé en Chine et que j'ai vu qu'il y avait des choses à faire que je me suis mis dans ce business-là. Donc, tu n'étais pas du tout dans le culinaire? Du tout. Wow. Alors, je me permets de dire, pas du tout. En fait, je cuisine depuis l'âge de 8 ans avec une mamie et une grand-mère qui avait un restaurant après-guerre. Fabuleux. Donc, si tu veux, j'ai grandi avec Maïté, en fait. Ok, tu vois et en fait, j'ai appris avec elle, j'ai donc cuisiné tout le temps avec elle, mais je suis autodidacte, j'ai pas fait de cours, j'ai jamais appris. Par contre, j'ai le goût des saveurs. D'accord. Voilà. Le goût des saveurs de la cuisine française ou en général? En général. Alors, française au début, avant que je parte, comme tu le disais. Maintenant, mon esprit et mon palais, c'est aguerri. Et donc maintenant, au final, oui, si tu me parles d'une recette, tu vas me dire une recette, je vais avoir toutes les saveurs, les goûts qui vont venir. Ouais. Et je me l'imagine dans ma tête, en fait. Elle peut être très proche de ce que tu vas me dire. Donc la cuisine, c'était le premier élément. Et après, l'élément business est venu par après. Voilà. Mais c'est rare d'être passionné de quelque chose et d'avoir une mentalité business. Comment est-ce que tu as découvert ce deuxième élément? Tout simple. Et là, je peux te donner un conseil à certaines personnes qui se posent beaucoup de questions. Et c'est une amie qui m'a dit, écoute Alex, il faut que tu fasses ça. Une amie plus âgée que moi. Ouais. Elle m'a dit, écoute Alex, fais ça. Tu prends un papier et tu mets en fait ce que tu aimes le plus dans la vie. Okay. Donc avant 2005, il y avait le foot. Et l'autre passion, dans laquelle quand je parle d'une passion, c'est quelque chose que vous faites et vous passez beaucoup de temps. Ouais. Et en fait, vous ne voyez pas le temps passer. Ça s'appelle une passion. Ouais. Et j'ai mis 2 feuilles. Et là, il y avait football. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a quoi à faire? Et là, cuisine. Et donc, du coup, j'ai pris ce mot-là. Et donc, je ne suis pas arrivé de ce mot-là à faire un business. Mais en Chine, pour moi, la cuisine, c'est la table. Donc la table, c'est avoir des gens autour de soi, faire des contacts, faire des connaissances. Donc en Chine, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est d'inviter les gens que je rencontrais à venir à la maison, manger et partager. Des expats ou des Chinois? Des expats. Ok. Des gens avec qui je joue au foot sur place. Et puis en fait, on a commencé à se rencontrer. Et puis les gens ne s'invitaient pas trop en Chine parce que tu manges beaucoup à l'extérieur. Peut-être un peu comme Dubaï. C'est vrai. Et les cuisines sont très petites. Mais moi, j'avais cette passion de cuisiner les saveurs, goûter les épices un peu chinoises et mélanger avec mes idées. Et de fil en aiguille, il n'y avait pas de restaurant français. Alors, tu sais que... Les gens t'ont encouragé. Les gens m'ont encouragé. Comme ça se passe souvent. Vous êtes à la maison, votre famille, les gens vous disent
Ouais, pareil pour moi. Pourquoi tu fais pas un resto? Pourquoi tu fais pas ça? Tu es très bon là-dedans. Pareil pour les blagues et la comédie, exactement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Mais donc, est-ce que tu t'es un peu perdu avec justement les saveurs chinoises et le manque d'aliments français auxquels tu étais habitué? Parce que je sais qu'il n'y a pas de fromage français, il n'y a pas de bonne maman, il n'y a pas de... Alors écoute, au début c'était très compliqué parce que justement, on a besoin de ces repères en fait. Ouais. Tu as besoin de ces repères culinaires. Donc en arrivant en Chine en 2005, il n'y avait rien. On mangeait que chinois, souvent malade, parce que tu sais pas ce que tu manges, et puis tu n'es pas forcément guidé. Surtout en 2005, il n'y avait pas grand-chose. Ils ne parlent pas anglais en plus. Ils ne parlent pas anglais, et j'allais venir là-dessus, pas de menu en anglais. Ouais. Voilà. C'est la folie. Ça a été compliqué. Moi je me rappelle, ça m'avait pris je pense 6-7 minutes pour commander de l'eau en Chine, dans un restaurant, dans un hôtel 5 étoiles. Ouais, ah non mais je vois tout à fait. J'avais pas payé l'hôtel 5 étoiles, c'était mon oncle qui m'avait... J'étais pas riche quand j'avais 20 ans, vous inquiétez pas. Et non, mais en fait, voilà, donc du coup, quand tu es comme ça, dans un pays comme la Chine, et que du coup, tu as des manques, alors, il n'y a pas tout le monde qui peut dire, je vais monter un resto. Non, mais étape par étape, quand les gens te poussent et voient que tu as des qualités, je me suis mis d'abord l'idée de faire un tout petit resto. Ça, c'était la première idée. Ok. Je ne l'ai pas fait, mais un ami libanais à moi l'a fait. Les Libanais, ils sont toujours devant nous dans le business. Toujours. Écoute, il a eu l'idée de monter un petit restaurant, une sandwicherie en bas du building. Ok. Et par contre, il ne connaissait rien. Et moi, je lui ai dit, écoute, je vais venir t'aider. Donc, si tu veux, ça m'a donné, en plus de ce que les gens me disaient, je me suis mis un petit peu dedans, je l'ai aidé. Et tu as essayé en même temps. Et j'ai essayé, voir si j'en étais capable. Ça, c'était la première étape. Quelle année? Ça, c'était en 2006-2007. Ok. Voilà. Ok. Plus ou moins. Je venais de commencer mes études en publicité. Ok. Tu vois, j'aime bien me situer par rapport à ma vie, comme ça je t'imagine à cette époque-là. Exactement. Okay. Ouais. Et de fil en aiguille, lui est parti. Donc il est parti sur Toronto pour continuer un business. Et il a laissé cette petite sandwicherie, au final, on va dire. Ouais. Et puis en fait, un autre ami m'a dit, écoute Alex, est-ce que ça te dirait de te lancer? Est-ce que nous deux, on fasse un petit restaurant? Parce que regarde, il n'y a pas de restaurant français, il n'y a rien. Il y avait la sandwicherie d'Antoine, certes, mais il n'y a pas de resto. Et je lui ai dit, allez, go, viens, on fait. Ok. Et là, mais là, tu avais déjà ta confiance, Non, elle est venue après. C'est-à-dire, confiance de dire, après avoir fait cette petite expérience, de dire, allez, j'ai courage de me lancer dans une petite sandwicherie ou crêperie. Voilà. Ok. Elle va être marrante l'histoire. Tu vas trop vite. Je vais trop vite. Alors, non, j'aime beaucoup parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Mais à cette époque-là, tu avais un autre travail ou pas du tout? Non, du tout. En fait, j'étais mannequin pour la télé chinoise. Tu étais mannequin pour la télé chinoise? Ouais. Ça, c'est un autre podcast qu'on devrait filmer. Mannequin dans quoi? En fait, je suis arrivé en tant qu'ancien footballeur. C'est vrai qu'il est beau gosse dans les commentaires. En fait, je te remercie. Il y a 2005, j'arrive en 2005-2006, c'est la Coupe du Monde. Donc la Chine, il faut savoir que c'est niveau marketing, niveau télévisuel, ils sont énormes, ils font des pubs pour le monde entier. Et donc j'arrive, et puis les gens que je rencontre sur place me disent, écoute Alex, tu passes bien, j'avais les cheveux longs bouclés, tu joues au foot, il y a un casting. Et là, j'ai excellé, j'ai fait les meilleures performances par rapport aux autres. Il fallait toucher la barre, il fallait faire des ciseaux, il fallait faire des choses comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait la première pub pour Sony, pour les premiers écrans plats Sony Bravia. Waouh! Voilà. Et elle existe. Je parlais pas anglais, je parlais pas chinois. Tu peux m'envoyer? Ouais, je l'ai. On mettra le lien dans. Ouais, je crois que je l'ai sur YouTube en plus. Ok, magnifique. Et donc voilà, ça c'est un peu mon histoire en fait. Et ça c'est un peu. Donc la chance était un peu de ton côté parce que c'est un métier qui ne demande pas beaucoup d'heures de travail tous les jours. Donc ce qui t'a permis aussi en tant que modèle de te concentrer un peu sur ta nouvelle passion, non? Ou ça prenait beaucoup de temps? Non, en fait, ça prenait beaucoup de temps parce qu'il y a eu un moment où en fait j'ai fait en un laps de temps réduit, j'ai fait énormément de pubs. Ah ok. Donc je suis pas venu pour la cuisine. Je suis venu en fait pour faire un business avec la France qui n'a pas abouti parce que l'échelle était beaucoup trop haute. D'accord. Voilà. Donc je suis rentré dans ce côté modèle, ouais. Modèle télé. Hein. Alors je n'étais pas modèle à marcher sur les podiums, mais modèle télé. Et du coup ça m'a pris pendant 2 ans et demi. Voilà. Mais par contre je me suis fait un réseautage. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'était important. Ouais. Donc j'ai commencé à rencontrer des gens importants.
des influenceurs chinois et des stars chinoises aussi, parce que j'ai fait des pubs pour des grosses banques et puis des grosses marques comme Hublot, et enfin voilà. Fabuleux. Ouais. Donc du coup j'ai connu tous ces gens-là, ce qui fait que quand tu dis tu as cuisiné pour tes amis, ils aiment bien. Le jour où tu ouvres un resto, tu appelles tout le monde, salut, j'ouvre mon resto, et voilà, et puis en fait... Et les gens, je pense là-bas, ils étaient en manque de cuisine étrangère. Alors, les gens étaient en manque de cuisine étrangère, surtout qu'il n'y avait rien. Il y avait vraiment mais vraiment rien. Là, on est vraiment entre 2005 et 2008. Tu vois, j'ai plus exactement le timing, mais c'est vraiment 2005-2008. Ouais. Donc, Asian Games, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Asian Games, les Jeux d'Asie. Ouais. Et voilà, donc c'était vraiment le développement. Quand vous êtes dans une ville aussi grande, 21 millions d'habitants, et que vous voyez toute cette ville en ébullition en train de se construire, un peu comme Dubaï, mais en plus grand, je te dirais. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc il y avait des opportunités, voilà, tout simplement. Et donc tu as suivi cette vague. Ouais. Et donc tu ouvres ton premier restaurant. Exact. Ça se passe comment? Écoute, ça se passe très bien dès le début. Alors, quels sont les facteurs qui ont vraiment fait réussir ce projet? Est-ce que c'était le relationnel, la qualité, parfois c'est la déco d'intérieur, c'est le concept? Alors le concept, on l'a appelé le Saint-Tropez, pour qu'il y ait la redondance française. Et Saint-Tropez, tout le monde connaît dans le monde entier. Et ils savaient prononcer ça, les Chinois, le Saint-Tropez? Saint-Tropez. Saint-Tropez. Un petit peu compliqué à dire. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, sur le contrat, on avait un nom chinois. Donc le nom chinois, c'était The Something. Bon, ça avait rien à voir. Mais par contre, c'était C'est vrai que ça donne moins envie de bronzer. Ouais. C'était moins glamour, on va dire. Ouais. Et au final, non, ça s'est passé très bien parce que les gens ont été vraiment très ouverts à goûter les nouveautés. Moi, je commençais à me former parce que cuisiner chez vous à la maison, c'est une chose. Mais prendre les rênes ou les commandes d'une cuisine avec des gens qui doivent vous écouter et refaire ce que vous faites à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Ça a été compliqué au début, mais au final, je suis quelqu'un de très pédagogue et j'ai pu former mes staffs au goût, aux saveurs pour en fait ce soit reproduit. Et tu leur parlais en quelle langue? En chinois. Attends, ce mec est incroyable. Donc attends, tu as appris le chinois pendant cette période-là? Voilà, exact. Ok. Tu arrives en Chine, c'est pas forcément prévu. Tu y viens en vacances. Tu vois qu'il y a des opportunités, tu les sens. Enfin, moi, je suis quelqu'un de feeling. Donc, j'ai senti qu'il y avait des opportunités. Avec l'ami avec lequel je suis venu, je suis resté. Il est parti parce qu'il avait un boulot en France. Et du coup, j'ai dû me faire au pays. Donc, apprendre le chinois, améliorer mon anglais. Et en fait, j'ai fait étape par étape. Anglais, chinois. Et puis après, une fois que j'ai eu mon staff en cuisine, il n'y a aucun mec qui parlait donc quelque part, tu sentais qu'il n'y avait pas de retour en France? Parce non. Que si tu étais parti dans l'esprit d'apprendre le chinois, qui je pense est un grand challenge, tu étais sûr que tu allais rester en Chine? Tu n'es jamais sûr. Surtout en Chine. D'accord. Tu n'es jamais sûr d'y rester, mais par contre, j'avais l'intime conviction que je pouvais faire quelque chose. C'est quelque chose qui est pas palpable en fait. C'est quelque chose que tu ressens. Ça s'explique pas en fait. Ouais. Et je sentais que j'étais en train de monter quelque chose qui pouvait prendre un essor. Je te dis, franchement, je sais pas comment te l'expliquer. Mais je pense que ça me rappelle aussi un peu quand je suis venu à Dubaï. Quand tu es dans une ville qui bouge beaucoup et que tu vois qu'il est en train de se développer exponentiellement, en fait, c'est une vague qui te prend et tu es automatiquement positif, excité. C'est ça. T'as pas envie de dormir, tu as envie de chercher des nouveaux concepts, des idées, rencontrer des gens. Tu dors 3 heures, tu n'es pas fatigué. Et tu veux faire partie de ce succès de cette ville. Oui, on est tous un peu comme ça. On a tous envie d'avoir un peu le succès, de réussir, bien sûr. Mais ce sentiment-là est très difficile à expliquer parce que c'est rare de se retrouver dans une ville qui est en train de se développer. Il y a très peu de villes qui se développent comme ça. J'en avais conscience. J'en avais conscience. C'est pour ça le retour en France. Déjà, je suis parti de France pour trouver quelque chose d'autre. Et en arrivant là-bas, j'ai trouvé ça. L'opportunité. Je suis mannequin. Je n'étais pas mannequin en France. Je fais de la télé pour des grosses pubs alors qu'en France, on ne m'aurait jamais pris. Donc du coup, tu te dis, voilà, tu es dans un pays d'opportunités. Pourquoi pas aller plus loin? Et pourquoi pas set up ton futur là-bas, tout simplement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir un autre restaurant? Est-ce que tu as ouvert les restaurants en même temps? Non. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils étaient à un moment tous ouverts en même temps? Oui. Ok. Oui. Donc,
succès du premier restaurant. Exact. Tu t'es dit, c'est pas assez. Non. Ok. C'était un complément. D'accord. Alors, pour la petite anecdote, quand tu connais pas ce business-là, il y a plein de choses qui te manquent. Donc en fait, on arrive, on voit l'endroit, et en Chine, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'endroit si tu n'as pas signé le contrat. C'est compliqué. Hein. Attends, en tant que restaurateur? Quand tu vas visiter les endroits, ouais. Ils vont pas te laisser prendre toutes les dimensions et tout si tu signes pas le contrat. Il y a des choses qui vont pas forcément en adéquation avec la réalité, mais c'était comme ça. D'accord. Donc si tu veux, ils nous ont dit voilà, la taille c'est ça. Ah ouais. Et nous, on a fait le design du resto sur un papier, là, avec le designer chinois, mon partenaire. Et voilà, c'est véridique. Hein. Sans avoir vu le resto. Alors, juste en l'ayant vu comme ça, il était sous scellé parce qu'en fait, ils étaient en train de changer le contrat du building. Donc, on a eu la chance de pouvoir prendre la première partie du building. Ok. Et voilà, juste comme ça, regarder un petit peu dedans ce que ça va devenir. Ok. Donc, j'ai fait un trait comme ça, hop, ce petit trait-là, il a fait 7 mètres au final. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, on a eu un resto-bar. Pourquoi je t'explique ça? C'est qu'en fait, du coup, quand on a fait le design, quand on est arrivé à ça, ce petit trait qu'on avait fait ici sur le côté à droite, c'était un bar de 7 mètres. Et le jour où il est arrivé, j'ai dit à Chris, je regarde Chris et je lui dis, mais poteau, en fait, c'est pas un resto. Wow. Et en fait, on a fait une partie resto, une partie bar. Et si tu veux, en fait, tu pouvais manger toute la journée côté resto. Et à partir de 10h30, ça tournait en bar et puis après en soirée. D'accord. Donc un peu à la Saint-Tropez. Ouais. Et maintenant, pour répondre à ta question, pourquoi l'eau de resto? C'est parce que les gens d'un certain niveau qui venaient en costard, bien habillés, qui étaient dans la finance ou dans d'autres business, après 10 heures, entendre de la musique, du coup, je perdais de la clientèle côté resto. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai fait le pont, Saint-Tropez, j'ai trouvé un restaurant et je l'ai appelé Sainte-Maxime. D'accord. Donc, le côté restaurant est fait, et du coup, le côté un peu plus classe, restaurant classique. D'accord. Voilà. Haut de gamme ou non, pas haut de gamme. C'était un steakhouse. D'accord. Steakhouse avec de la très bonne qualité de viande, mais c'était pas un fine dining. C'était, on va dire, un bistrot chic en fait. D'accord. Et là, tu as senti une différence dans la clientèle? Totalement. Okay. Les gens restaient, les gens dépensaient, parce que du coup, le côté musique, tu sais bien que quand tu as ce côté musique, tu as les gens qui vont pas apprécier, qui parlent business et qui vont se boucher un peu les oreilles, qui vont pas forcément apprécier. Donc tu les perds. Et puis après, toi en tant que propriétaire, tu as ce côté bar qui reprend le relais, mais tu perds une belle clientèle au final. Et du coup, on a recréé, donc 3 ans après, 3 ans après l'ouverture de Saint-Tropez, on a créé le Sainte-Maxime. Et là, du coup, c'était vraiment... un shift. Voilà, exactement. C'était vraiment le passage d'un à l'autre. Et là, la confiance, à cette époque-là, elle était... tu as l'impression que tout ce que tu touches se transforme en or. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement de gens en Chine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais c'est énorme. C'est énorme. Des fois, vous allez voir un endroit et entre 2 endroits déjà ouverts, il y a un emplacement libre. Et là, tu te dis, toi, tu vas la voir, mais en fait, les gens à côté, ils utilisent déjà ta terrasse et tu es déjà plein. Ouais. Tu es déjà plein. Ouais. Donc, au final, on a ouvert le Sainte-Maxime comme ça et on a eu du monde tout de suite, dès le premier jour. Donc c'était énorme. Après, il ne faut pas se brûler les ailes, parce qu'on a eu aussi des petits soucis, il n'y a pas tout qui est rose, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, moi je donnerais ce conseil, il faut toujours rester les pieds sur terre, même quand j'ai dit avant, tout se transformer en or, c'est certain, il y a beaucoup de travail derrière, et par contre, il faut rester les pieds sur terre, il ne faut pas penser que tout est acquis, parce que rien n'est acquis. Quel était ton rythme de vie à cette période-là? 16 heures par jour dans mes restos, 16 voire plus. Dormir 3-4 heures et on repartait. C'est une excitation de cette énergie de boulot qui fait que c'est les nerfs qui te tiennent, mais c'est tellement, tu sais, c'est comme si tu avais tous les jours des gens qui viennent chez toi, il faut que tu sois parfait, il faut que les gens soient contents, qu'ils mangent bien et qui surtout repartent contents d'avoir passé un bon moment chez toi. Donc cette excitation-là te fait tenir. Ce qui est la passion au final. La passion. C'est un tu ne peux pas faire ce métier sans passion. C'est un feu qui est énorme et qui brûle pour longtemps. Et il faut viser au plus grand le feu, au plus long tu peux. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi je conseille toujours. Et encore là, pendant le coronavirus, à mes amis en France qui sont un peu perdus parce qu'ils perdent leur boulot, des choses comme ça, j'ai donné ce conseil de la feuille. Pas tout le monde le comprend. Ça paraît peut-être un peu rédhibitoire pour certaines personnes. Mais par contre, moi ça a marché. Faites ce que vous aimez.
C'est super important parce que quand vous faites ce que vous aimez, déjà les heures, vous ne les voyez pas passer. Ouais. Et puis après, vous y mettez de la passion. Et puis en fait, ça va tout seul en fait. Ouais. Et tu m'avais parlé de la baguette française. Exactement, voilà. En fait, je peux le dire. Avec fierté. Avec fierté, que j'étais un des premiers à Canton, hein, à avoir la baguette française. Donc forcément, baguette française congelée. Mais j'ai tellement fait d'aller-retour à Hong Kong pour dire j'ai des restos en Chine, je veux de la baguette absolument, que le jour où Brie d'Or est arrivé en Chine, c'est moi, ils sont venus me voir en premier. Waouh, waouh. Ça fait quelque chose, ça, d'être le premier à... C'est aussi une fierté. Ouais. Mais j'en avais besoin parce que ma clientèle devenait de plus en plus select. Et Alex, est-ce que tu peux avoir du pain? Tu peux avoir ci? Alors j'ai fait mon pain. Select ou ils ont commencé à avoir plus d'expérience aussi? Plus d'expérience. Et c'est surtout que je faisais mon pain moi-même et que c'est un travail énorme. Et il n'est jamais pareil parce qu'en Chine, tu as le taux d'humidité qui monte et qui descend. Ton pain, d'un jour à l'autre, il n'est jamais pareil. Okay. Donc c'était un gros boulot. J'avais 2-3 personnes dessus qui ne faisaient pas autre chose. Et puis les gens, au bout d'un moment, se plaignent aussi. Ah, ton pain était dur aujourd'hui et tout. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir quelque chose de qualité où les gens puissent être contents et puis avoir une baguette cuite à 80% que tu remets au four quand les gens la veulent. Donc elle est chaude et croustillante et comme en France. Voilà. Et quel est le... Parce qu'on parle de 3 concepts différents. Quel était le projet qui t'excitait le plus, que tu aimais le plus? Il y en a 2 autres derrière. Hein. Oh, oui, d'accord. Mais ok, parlons des 2 autres. Mais ma question, c'est est-ce que le premier projet que tu as monté, Saint-Tropez, est-ce que c'est un peu le premier bébé, c'est le premier bébé, la première expérience? C'est exactement ça en fait. Ouais. Ouais, bah tu le vois, tu dois le voir. Direct. En fait, si tu veux, c'est génial parce que de ce bout de papier là que je te disais, tu vois de là, tu vois la conception. Tu allumes les lumières et hop, tu commences ta première journée en cuisine. Je m'en rappelle du premier jour, avec les ratés et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ton bébé en fait. C'est ton bébé. Donc ça, c'est vraiment l'endroit que j'ai dans le cœur. Parce que ça a été le premier en Chine. Ça a été une consécration au final. Et aussi, pendant les 6-7 ans d'existence du Saint-Tropez, il y a plein de gens qui se sont rencontrés. Il y a du business qui s'y est fait. Il y a des gens qui se sont mariés. Wow. En fait, si tu veux... Et vraiment, en toute humilité, toujours, oui, bien sûr. C'est devenu un endroit légendaire. Wow. C'est-à-dire que les gens du monde entier qui habitaient en Chine, qui sont passés sur Saint-Tropez, aujourd'hui, ils s'en rappellent encore. Ouais. J'ai encore des messages, Alex, ça nous manque, le Saint-Tropez, c'était génial. Parce que c'était simple et voilà, en toute simplicité, tu pouvais bien manger, tu pouvais passer une bonne soirée, tu rencontrais des gens. Et pour les gens qui venaient, ils étaient en dehors de Chine. Bah écoute, bravo, voilà. C'est inspirant, vraiment. Ouais, je te remercie. Non, c'est fabuleux et j'imagine qu'il y avait énormément de travail derrière. Surtout que c'était pas que tu n'as pas vraiment fait des études là-dedans. Non, du tout. Ni dans le business management, ni dans la cuisine. Non. Donc, wow, comme quoi. En fait, comme quoi, tu sais, il faut croire en ses rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis à tout le monde. Il faut vraiment y croire. Quand tu as un rêve, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça c'est vrai. Et tu apprends tout le temps. Après, tu as des choses de la vie du quotidien, en fait, tu le vois. Par exemple, une table qui n'est pas débarrassée, tu le sens, tu le vois, en fait, tu fais des choses naturellement. Ouais. Et quand elles te viennent naturellement, et que tu mets en plus du travail et de la passion, tu peux que réussir. 10 ans plus tard, Corona. 10 ans plus tard, Corona. Comment ça s'est passé? Bah écoute, ça a été très très compliqué parce que nous, on l'a senti venir. Et j'étais justement, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ne sais pas qu'on sent les choses avec mon partenaire Chris, mais ça n'allait plus en Chine. Tu sais, tu sens cette émulsion où en fait, je ne vais pas dire que tu n'es pas le bienvenu, mais plus trop. Ah ouais? Les visas commençaient à s'arrêter, donc la clientèle étrangère commençait à s'amenuire. S'amenuire ? C'est un mot que je connais pas, mais ça semble... À se réduire, voilà. Ouais, ça semble être très intellectuel. Non, du tout. Et en fait, si tu veux, on sentait un peu le roussi. Ouais. Donc, en fait, on a mis nos endroits en vente discrètement 6 mois avant le coronavirus. Ok. Voilà. Donc, pour la petite histoire, parce qu'elle est un peu folle, c'est qu'en fait, on a mis 6 mois à le vendre et on l'a vendu le 15 janvier. On a vendu notre groupe parce qu'il y avait le Maxime Deli, la Cocina et le Code Red.
On a vendu tout ça. Le Saint-Tropez était déjà plus là. D'accord. Il n'existait plus parce que le building a été repris par l'armée. Donc, si tu veux, c'était une histoire qui s'est terminée. Ah ouais. Voilà. Et qui s'est mal terminée du coup? Non, qui s'est bien terminée. On a récupéré notre déposit et puis voilà. Après, okay. bon, ça, voilà, okay. on a récupéré notre argent. Après, ben voilà, il s'est passé. La ville a évolué vers l'ouest. Ce qui fait que ce côté de la ville, il y avait beaucoup moins de monde et ils ont déplacé les gens vers l'ouest. D'accord. Et du coup, voilà, comme je te disais, je reviens sur le fait qu'on avait le Maxime Dely, Cosina et Conred et que le 15 janvier, on a vendu et que le 20, il y avait le coronavirus qui est arrivé. Waouh. Voilà. Donc le 20, c'est le jour de mon anniversaire. Le 14, c'est le mien. Okay. 14 janvier. D'accord, ok, donc super. Tu as vendu un jour après mon anniversaire. Ouais. Exactement. Mais écoute, voilà, donc si tu veux, pour un peu te donner une idée, j'ai ouvert le Saint-Tropez un 20 janvier. On a reçu la licence le 20 janvier, je crois que c'était 2008 ou 2009. Et j'ai vendu exactement juste avant mon anniversaire. Donc tu vois, le chapitre s'est terminé. C'est fou. Et il s'est terminé, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Parce que le corona, j'appelle mes parents, je dis faites attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Ouais. Faites attention, achetez-vous des masques. Ça paraît compliqué ce qui arrive. Ouais. Il faut savoir qu'il y a le Nouvel An chinois, tu connais? Oui, bien sûr. C'est donc en février. En même temps, oui. Tout en même temps. Donc pendant cette période, nous, c'est les vacances, donc on n'est pas censé être là. Moi, j'avais, dans la vente du restaurant, j'étais, entre guillemets, j'avais donné mon accord pour les aider à prendre place et possession de l'endroit. Je rentre en France pour le Nouvel An chinois, passer du temps avec mes parents. Et là, on est bloqué, coronavirus en France. Et depuis le mois de février, j'ai pas pu rentrer en Chine. Est-ce que c'était de la chance ou est-ce que tu avais vu cette chose venir ou est-ce que c'était quoi? Alors non, je peux pas, j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire ça, mais en fait, je pense qu'il y a eu de la chance. Et on a poussé à ce que ça se fasse. Ouais. Parce que c'est peut-être pas quelque chose que je vais dire comme ça, mais je veux dire, on a poussé. Quand je te dis on a poussé, on avait donné un prix de vente et on a baissé quasiment de presque 200 000 € le 15. Parce qu'en fait, tout s'est fait par contrat. Hein. On n'a pas vendu comme ça derrière le... Bien sûr, bien sûr. Donc tout s'est fait par contrat et le contrat n'a pas été honoré par la partie acheteur au 30 décembre. Donc 15 jours après, on voit qu'à la chinoise, ça attendez. Il y a le Nouvel An chinois. Et le Nouvel An chinois, en Chine, c'est vraiment un nouveau départ. Donc même, en général, tu nettoies ta maison, tu n'as plus de dettes, tu essaies de cleaner tout ça. Si tu pars avec des dettes, c'est mauvais. Ouais. Et si tu veux, on leur a dit, écoutez, voilà, partez pas avec des dettes, avec un nouveau business, ou avec du stress, ou voilà. Ouais. Payez maintenant, nous on descend le prix, on est prêt à descendre, payez maintenant, et puis après comme ça, vous êtes tranquille et nous on est tranquille. On a baissé de beaucoup, et par contre, ils nous ont donné les sous le lendemain. Le 15, c'était le 15 ou le 16, on a reçu les sous. Et puis du coup, voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Ok, tu y échappes belle. Ouais. Tu pars en France. Ouais. Et tout d'un coup, ta vie ralentit. Exactement. J'imagine que pendant 10 ans, tu as couru. C'est ça. Comme un malade. Ouais. Et là, tu te poses avec la famille, j'imagine. Ouais, chez mes parents. Et tu regardes en arrière. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? En fait, c'est là que tu te rends compte de ce que tu as fait. Parce que quand tu es en plein dedans, tu ne te rends pas compte. C'est que les gens, de temps en temps, ils t'arrêtent, ils font « Alex, t'as vu ce que tu as fait ?» Non, tu ne le vois pas, vraiment, très honnêtement. Je pense que c'est pareil pour toi, ça avance et que... Pareil, bien sûr. Et au final, j'ai pris du recul, et j'ai pris une grosse claque aussi, sur tout ça, parce que c'est comme j'étais marié avec mes business, certes vendu, mais 16 ans de ma vie, un livre qui se referme très vite, sans dire au revoir, sans serrer la main. Voilà, c'était ça le plus dur. Donc si tu veux, la période a été mitigée entre le fait que très très dur de ne plus pouvoir retourner en Chine, et en même temps, tu prenais du recul. Je regardais les photos, je dis wow, regarde ce qu'on a créé, ça c'était notre vie, c'était sympa. Et voilà, en fait... La réussite, c'est un peu une course-poursuite. J'ai jamais été dans une course-poursuite, mais je peux imaginer que c'est un peu... je pense mon youtubeur favori, Casey Neistat, il avait dit que 4 youtubeurs tous les jours, donc lui était vlogueur quotidien, c'est un peu comme quand un chien te court après.
et que tu n'as pas le temps en fait de regarder droite à gauche. T'as pas le temps. Tu fonces. C'est ça. Et ça peut être du stress positif, ça peut être de la pression positive, mais au final, tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé, des petits détails. Alors, tu ne te rends pas compte des petits détails. Comme je te dis, il y a des moments de ta vie où les gens t'arrêtent, par exemple les vacances ou en fait des discussions à l'angle du bar. Où les gens te font dire « Ah mais c'est génial ce que vous avez fait » ou des fois des gens du monde entier, parce qu'à savoir que pendant le Nouvel An, excuse-moi, il y a la plus grande foire au monde à Canton, 2 fois par an, et c'est là où les gens en fait te félicitent et te disent « Waouh, c'est génial ce que vous avez fait, on n'a pas la même chose dans notre pays ». Donc du coup, c'est là où tu t'arrêtes et tu te dis « Ah ouais, c'est vrai » et tu repars. Tu repars parce que tu as autre chose à faire. Et parfois, tu n'y crois même pas. Et tu n'y crois pas. J'ai eu un jour un standing ovation de quelqu'un qui habite à Miami, quand j'ai ouvert Cocina, qui était un restaurant péruvien. Et il a demandé à tout son staff de se lever, de m'applaudir. Et il m'a dit « Monsieur, j'ai jamais aussi bien mangé qu'ici. » Wow. Et je lui ai dit « Mais monsieur, à Miami, il y a des bons restos, j'imagine. Je le remercie, mais en même temps, je suis surpris. Et voilà, donc si tu veux, voilà, tu as tout ce côté-là qui fait que tu t'en rends compte, mais il n'y a que lorsque tu t'arrêtes que tu réalises. Et donc, il y a eu un mix d'émotions... Il y a eu un mix d'émotions énorme pendant le confinement. Énorme. Est-ce qu'il y avait de l'insécurité envers l'avenir? Oui, parce qu'en fait, tout s'arrête. Tout s'arrête. Le téléphone arrête de sonner. Tu imagines bien, étant entre guillemets comme je te l'ai expliqué, j'étais pas en cuisine, donc les gens me voyaient, j'accueillais les gens. J'étais le chef d'orchestre. J'étais le chef d'orchestre et j'avais le téléphone qui sonnait toute la journée. Les messages, les réservations. Alex, t'es là aujourd'hui? Ah non, t'es pas là. Écoute, on était 10, on viendra demain. Voilà. Donc là, le téléphone. C'était très social en fait. C'était très proche des gens. Très proche des gens. Et là, le téléphone arrête de sonner. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2-3 mois de confinement? Tu veux que je te dise? Du jardinage. Le mec qui sait pas s'arrêter. Me dis pas que tu as monté un business de jardinage. J'ai failli. Non, je suis pas business orienté. Vraiment. Tu l'as dit avant. C'est vraiment ma passion qui fait qu'en fait je cours pas. Je suis pas quelqu'un qui court. Après il faut ouvrir et tout, mais en fait ça se fait naturellement parce que tu as des gens qui te proposent aussi. J'ai jamais eu autant de propositions qu'en Chine d'aller ouvrir à Miami, à Los Angeles, à Sao Paulo. Et en fait, mais tu peux pas aller partout. Donc tu te concentres sur ce que tu fais. Donc je courais pas. Tu connectes en fait. Tu connectes les points. Tu connectes. Et du coup, au final, quand je suis revenu en France, j'étais bien connecté à mes valeurs. Et puis, il a fait beau. On a eu la chance que pendant le confinement, il fasse beau. Écoute, on a un super jardin derrière la maison chez mes parents. J'ai profité pour aider mon père qui a 72, et qui avait pas le temps de faire le jardin lui-même, par la force. Et j'ai dit, allez papa, viens, on fait le jardin. J'ai pris une section, on a fait des plantes, les tomates. 7 mètres aussi, 7 mètres comme ton bar? Non, okay. Un peu moins. J'ai pas calculé, mais c'est vrai que non, on a fait quelque chose de sympa. Et puis de se reconnecter aux racines, voilà, tout simplement. C'était une période où je pense beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses. Ils ont commencé à... L'être humain ne peut pas juste être assis sur un fauteuil. Je pense qu'on a tous regardé des séries la première semaine, des films. On a fait des appels, des Zoom calls. Mais après, tu dois faire quelque chose de manuel, je pense, en tant que chef. Tu es obligé juste en fait pour que le temps puisse passer, tout simplement. Parce que quand tu es actif, rester devant la télé, déjà je l'allumais pas la télé en Chine. Je la regardais pas, j'avais pas le temps. Et en fait, le temps qu'on avait, on le passait avec les copains. C'est-à-dire on se faisait des bonnes bouffes entre poteaux, voilà. Donc au final on perdait pas de temps sur la télé, voilà. Sinon comme je t'ai un peu dit, je regardais beaucoup YouTube, c'était ma télé en Chine. Mais en France, j'avais pas envie de regarder la télé, surtout que c'était misérable ce qu'il y avait à la télé. Ça t'avait choqué de revenir en France après une dizaine d'années et de voir qu'il y a des choses qui ont changé ou d'autres qui n'ont pas encore changé? Ça m'a un peu choqué, oui. Ça m'a surtout déçu en fait. Quand tu rentres sur les 16 dernières années, je rentrais pas plus de 10 jours, une ou deux fois peut-être 3 semaines. Et je le voyais toujours comme ce pays où je viens en vacances. Mon pays dans lequel je viens en vacances. Très très beau pays, la France. Bien sûr. Mais par contre, de l'intérieur, j'ai vraiment été déçu de déjà comment s'est passé le coronavirus, les masques, pas de masques, les gants, pas de gants. Ça a été tout un pataquès qui m'a pas... J'avais rien à dire, mais qui m'a pas plu au final. Et en avançant pendant Covid, après Covid, étape par étape, je me suis dit, en fait, j'ai compris
pourquoi j'étais parti de France en fait. Parce que la France, elle n'est pas faite pour les gens qui veulent... sur la pointe des pieds. Hein. Oui, non, bien sûr. Pour les gens qui veulent réussir. Oui. C'est compliqué. Peut-être dans ce domaine-là aussi. Alors, dans tous les domaines, en fait, même quoi que tu veuilles faire, la France, elle te coupe. Et je pense qu'on s'est rendu compte dans cette période-là, c'est que les pays les plus flexibles sont les pays qui ont été le plus atteints par le coronavirus. Et je pense que les gouvernements là-bas en Europe, ils ont voulu créer un dialogue avec le peuple, mais ce dialogue, il a abouti nulle part. Il a abouti nulle part parce que personne vraiment... Alors, ils ont bien haut placé. Personne ne savait exactement ce que c'était le coronavirus. Ouais. Personne. Mais tu compares à ici, à Dubaï, ils ont franchement géré ultra bien. Après, c'est une population ici qui respecte beaucoup les lois et le gouvernement. Voilà. Parce que voilà, quand tu vois que tout se passe bien dans une ville, tu fais plus confiance au gouvernement. Bien sûr. Et je pense que c'est peut-être ça que tu as ressenti en France, c'est que c'est la flexibilité. J'ai ressenti parce qu'au tout départ, moi, je suis venu avec mes masques. Et j'étais dans les magasins de proximité, j'étais le premier à avoir mis les masques et les gants parce que je voulais protéger mes parents. Et les gens te regardaient bizarrement. Ben oui. Ouais. J'ai même un monsieur qui m'a dit, bon, il y avait déjà les masques, mais vous seriez venu une semaine avant, je vous aurais donné le caddie entier. Parce que j'avais casquette noire, masque noir, et du coup, bon, en hiver, donc avec la veste, et maintenant tout le monde a le masque, donc si tu veux, c'est passé. Et encore, pas partout. Moi, je me rappelle, j'étais parti aux Pays-Bas, et les gens rigolaient quand j'entrais dans un restaurant avec le masque. Ouais. En France, c'était pareil. Il y avait écoute, maman, t'as vu, regarde monsieur avec le masque. Et voilà, c'était véridique. Mais bon, moi, c'était surtout. T'es devenu un vrai Chinois en fait. Je suis devenu un vrai Chinois. Non, je le portais jamais en Chine. Jamais. Okay. Mais par contre, la priorité, c'était de protéger mes parents. C'était surtout ça la priorité. Étant donné que je revenais à la maison. Je voulais surtout pas qu'il y ait un souci et de leur ramener quoi que ce soit. Et combien on a lu d'histoires et entendu des histoires de gens qui ont emmené le coronavirus chez eux et leurs parents sont décédés. Voilà. Comment tu peux survivre avec ça? C'est impossible. Non, c'est trop dur. Et je voulais surtout pas que ça m'arrive. Ouais. Tu vois, je voulais pas être la cause de ce problème. Surtout que, tu sais, j'habitais un petit... Alors, j'ai vécu dans une grande ville, mais par contre, je suis né dans un petit village de 3000 habitants. Et quand je suis revenu de Chine... Vous pouvez vous imaginer. Je suis revenu de Chine. Ah ouais. Avec le coronavirus. Quoi? Vous connaissez vos voisins? Ouais. Non, il y a le fils de monsieur Intel qui est revenu. Attention, faites attention. Ça a été comme ça. Et franchement, je suis très ouvert d'esprit, mais je l'ai un peu mal vécu parce que les gens dans la rue, ils te voyaient, ils tendaient la main, ils la retiraient en disant « Ah oui, c'est vrai, tu viens de Chine. » Ouais. J'ai dit « Tu fais ce que tu veux, tu veux me serrer la main, me dire bonjour, la bise. » Et encore, hein. Là, je te parle, le 29 février, il n'y avait pas encore de coronavirus, on en rigolait. C'était l'Italie qui était dans le... Code rouge, ouais, je me rappelle. C'était le premier pays à avoir fait un lockdown, ville par ville. Donc, j'ai l'impression que tout ça, c'était une intro pour le sujet de notre podcast. Mais les conversations sont tellement passionnantes avec toi. Je te remercie. Mais le but de ce podcast, c'était de dire, voilà, Alex est venu à Dubaï, ses expériences, ses appréhensions. Bon, donc, après, tu es en France... Tu ouvres ton Instagram, le YouTube, tout ce que tu vois, c'est Dubaï. Exact. Et de là commence une nouvelle aventure. Exactement ça. En fait, en France, déjà, on n'est pas au courant que Dubaï est ouvert. On te dit, on ne peut pas voyager. Et j'ai un ami qui m'envoie un message et qui me dit, je suis à Dubaï. C'est même différent. J'ai un ami qui m'appelle pour me dire, est-ce que tu sais qu'un tel est à Dubaï? Mais je dis, non, c'est pas ouvert Dubaï, il n'y a rien d'ouvert. Il me dit, si. Et là... Je pianote, je regarde. Et là, du coup, j'appelle des gens que je connais, qui sont à Dubaï. Je regarde des vidéos, je tombe sur toi, je tombe sur Amel aussi. Ouais. Et donc, je regarde toutes ces vidéos, je m'imprègne. Et j'ai pris mon billet en 5 jours. Waouh! En 5 jours. En 5 jours. Et valise full pour... En fait, le même concept que quand tu es parti en Chine? Le même valise, de toute façon, ma valise, c'est... Un couteau, un fromage. Oui, exactement. Ma vie est restée en Chine, en fait. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Ma vie est restée en Chine. Tu es rentré jusque maintenant? Non, je ne suis pas rentré. Ok. Donc, tout mon appartement, toutes mes 16 ans de vie, ils sont en Chine. D'accord. Mais et tu as encore des dépenses en Chine mensuelles ou... Non, j'en ai plus. D'accord. J'en ai plus. Mais par contre... je suis rentré avec ma valise et je suis venu, pas avec la même, mais je suis venu avec une valise. Quasi la même. Voilà, tu sais, quand tu voyages
tu t'encombres pas non plus de ce qui n'est pas nécessaire. Et donc tu es venu dans quel but? Dans le but de changer d'air ou dans le but de... Le tout premier but, je suis venu pour changer d'air parce que le climat de la seconde vague en France était plus pour moi. La télé, les infos, ça m'allait plus en fait. J'ai bien vécu le premier, mais le deuxième, non. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de tomber dans cette spirale de tous ces gens autour de moi qui parlent que de ça, qui tombent dans la dépression. Je suis quelqu'un, en ayant voyagé et tout, de costaud mentalement, mais je me sentais partir. Ouais. Tu t'imagines? Les gens se plaignent beaucoup moins à l'extérieur de la France. Beaucoup moins. Beaucoup en France, c'est énorme. Les gens se plaignent et en fait, si tu veux, tu le ressens pas. Mais vu que tu travailles pas, donc ta tête, elle n'est pas prise par autre chose. Et c'est limite subliminal, hein, ça te rentre. Et au final, je me sentais partir. Je me sentais ne plus être moi-même. En fait, je suis une fleur qui est en train de faner. Ouais. Voilà, tout simplement. Et donc, en arrivant à Dubaï, j'avais no expectation. Aucune. Et je suis venu ici pour reprendre, pour arroser un peu. J'ai suivi le vent, arroser un peu ma fleur pour qu'elle revive. Voilà, tout simplement. Et donc, tu viens ici et tu ne peux pas t'empêcher de penser à ouvrir un business à Dubaï. J'y ai pensé déjà dans mes 5-6 jours de test PCR, d'achat de billets et d'arrivée ici. Forcément, j'ai regardé ce qui manquait pas, ce qu'il y avait déjà. Et forcément, oui, j'ai pensé à me dire, écoute, si je suis à Dubaï, autant que je regarde qu'est-ce qu'il y a à y faire. La scène culinaire à Dubaï est énorme. Énorme. Elle a accueilli tous les grands restaurateurs, les plus grandes marques de restaurants. Le niveau est très élevé. Oui. Je ne sais pas comparer en Chine, mais ici, c'est vraiment un hub. C'est plus élevé, c'est vraiment un hub, tu as raison. Plus élevé. Et moi, je ne suis pas un expert, mais je sais qu'en 10 ans de vie à Dubaï, j'ai jamais mal mangé. Jamais. Ouais. On mange toujours bien. Après, avec mon expérience, bien sûr. Je ne suis pas expert, mais qu'est-ce que tu penses qui manque à Dubaï? Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, après, si ça va donner une idée à la compétition. Peut-être, mais je suis déjà là depuis 2 mois. En fait, qu'est-ce qui manque? Alors, moi, je suis très melting pot. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Eh ben, je vais te dire, c'est un restaurant cachère. Ok. Il n'y a pas de restaurant cachère à Dubaï. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, il y a des accords qui ont été signés. Alors, je ne suis pas de religion juive, loin de là. Mais par contre, en Chine, j'avais une grosse communauté israélienne qui faisait du business et qui venait chez moi, dont des stars, des gens super connus, des joueurs de foot. Et ils aimaient tous ma cuisine. Voilà. Donc, on peut manger des produits cachers dans un endroit qui ne soit pas cachère. C'est fou, ça. Oui. J'habite là. Oui. Je sais que les accords ont été signés, mais c'est un truc. Après, c'est pas mon industrie, mais ça m'a jamais. Non, forcément, c'est pas ton industrie. Et j'imagine que tous ceux qui viennent en vacances, ils se disent pas tous, je vais venir à Dubaï ouvrir un restaurant cachère. Non, loin de là. Par contre, moi, pour ma part, pour en fait, si tu veux, pour juste tout simplement, en fait, j'ai monté un dossier. Je me suis mis dans ma chambre d'hôtel, et j'ai monté le dossier, j'ai des idées, des choses comme ça, et puis je suis allé toquer aux hôtels. Tu as plein d'hôtels aujourd'hui à Dubaï qui sont vides de restaurants en bas parce qu'avec le coronavirus, il y a un momentum en ce moment à Dubaï qui fait que tu as des endroits vides dans beaucoup d'hôtels. Moi, je suis arrivé au Sofitel de La Palme au début, et ils ont 4-5 hôtels, ils ont 4-5 restos. Il n'y en a que 2 d'ouverts aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Dans tous les hôtels de Dubaï, ils ont fermé la majorité de leurs restos. Donc du coup, ma meilleure amie qui est israélienne, du coup, je lui ai dit, écoute, il y a peut-être cette opportunité. Elle m'a dit, écoute, Alex, ça ne te coûte rien de monter un dossier, fais-le, et puis après, tu verras ce qui s'y passe. Donc voilà, tout doucement, je l'ai fait, j'ai designé un peu mon idée, et puis je l'ai présenté, j'ai déposé le dossier, par contre je ne dirai pas où. Oui, bien sûr. J'ai déposé le dossier il y a 3-4 jours, et aujourd'hui j'attends une réponse, qu'elle soit positive ou négative. C'est ça le plus important, c'est qu'en fait je me suis relancé moi-même, alors qu'en France j'étais en train de péricliter. Ouais. Voilà, je me suis relancé, et puis je me suis retrouvé de nouveau excité, à voir des endroits, à monter un projet. Voilà. Ouais. Mais par contre, qu'il se passe quelque chose ou pas, ça t'a remis sur la scène du business. Ça m'a remis sur la scène. Et tu rencontres plein de gens en plus. Ouais, mais c'est ça. Et moi, on tombe beaucoup dans des petites périodes de dépression. Dépression, c'est un grand mot, mais
Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est artistique. Ouais. Et parfois, on se perd, on a beaucoup d'idées, etc. Tu te perds dans les idées. Et c'est quand on se remet dans le business ou quand on signe un nouveau projet, on se ressent vivre. Oui, c'est ça. Et c'est un cycle auquel tu dois t'habituer, c'est incroyable, ça. Mais parfois, c'est fatigant. C'est fatigant. J'ai l'impression que moi, c'est mon leitmotiv, en fait. Ouais. J'ai besoin de ça. Tu vois, en France, on te casse quand tu vas, parce que je voulais pas le faire, mais je suis allé à l'NPE m'inscrire, parce qu'en fait, on te dit, monsieur, vous voulez monter un dossier, mais vous n'existez pas depuis 2008, j'avais pas mis ma carte dans vous n'existez pas. Mais pour exister, il faut aller vous inscrire à la NPE. Ok. La NPE, c'est la NPE, en fait, c'est là où tu t'inscris pour en fait avoir le chômage, pour que tu sois de nouveau un numéro. C'est un peu comme la commune. En Belgique, on appelle ça la commune, où tu es domicilié dans. Voilà, tu reviens, tu es domicilié en France, tu peux avoir une assurance, maladie et des choses comme ça. Donc je suis revenu dans le système à partir de février, pardon. Et en fait, on te dit, monsieur, il se passe rien. Je peux rien faire pour vous. Déjà, avec tout ce que vous avez fait, on peut rien faire pour vous, monsieur. Désolé. Moi, ça m'a pas plu. Donc, rien que de me mettre ici, dans ma chambre d'hôtel, travailler sur des dossiers, aller voir des gens, des managements, rencontrer du monde. Donc, les gens voient mon profil. Ah, mais vous êtes à Dubaï pour longtemps. Et tu rencontres du monde. Après, mauvaise nouvelle, le Saint-Tropez, ça existe déjà ici. Je sais, je l'ai vu. Mais rien à voir avec ta cuisine. J'y ai mangé, c'était pas. C'est plutôt une cuisine au bord de la piscine. Ça n'a rien à voir. Je suis pas venu ici pour révolutionner quoi que ce soit. Par contre, très honnêtement, j'ai vu qu'il manquait des choses. Après, je vais le garder pour moi, parce que je ne veux pas non plus tout dévoiler. Mais... Et qu'est-ce qui t'a. Quel était. Tu as eu le choc France-Chine. Oui. Quel est le choc France-Chine, Dubaï? France-Chine-Dubaï, le point il va être simple, c'est la gentillesse des gens ici. Et l'anglais déjà, et la gentillesse des gens. T'as pas de welcoming. En Chine, les gens te disent pas ni bonjour, ni au revoir, ni merci, te tiennent pas la porte. Et ici, alors j'étais toujours en transit à Dubaï. Je connaissais pas Dubaï de l'intérieur, mais les gens sont super gentils. Que ce soit à l'accueil des hôtels, que ce soit les taxis, n'importe quelle nationalité, indien, pakistanais, tous les gens sont très gentils. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que Dubaï a créé des métiers pour tout le monde. D'accord. Et ils ont attiré toutes les classes sociales du monde entier. Et ils leur ont offert une vie qui est 10 fois mieux que dans leur pays. Et ils ont créé cet écosystème de bonheur. D'accord. Ouais. Au quotidien. D'accord. Qui en fait, tu vas rentrer dedans automatiquement, toi aussi. Mais je le suis. Je suis content qu'on me dise bonjour, que je puisse parler en anglais, que les gens te demandent monsieur, vous êtes venu à Dubaï pour faire quoi? Il y a cette proximité. Il y a le respect de l'humain, il y a le respect des rues, c'est propre, il y a le respect des lois, tout est basé sur le respect ici. Et voilà, et en fait le pont c'est ça, parce qu'en Chine ça manque. Donc oui, tu fais du business, tu rentres de l'argent, mais il y a certaines choses qui te manquent au quotidien. Et c'est ce côté en fait m'en-foutisme. En fait, tu passes devant quelqu'un de là-bas, il te calcule pas en fait, tout simplement. Et ici, tu sens que voilà, même si j'ai des contacts ici, mais je suis relativement seul et ça me dérange pas en fait. Parce que tu rencontres toujours des gens sur ta route. Tu n'es plus seul. Voilà. Tu n'es plus seul. Non, je suis plus seul. Et d'ailleurs, c'est une très belle rencontre aujourd'hui. Ouais, magnifique. J'apprends à te connaître. C'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai que c'est inspirant de voir. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre sur d'autres industries que je ne connais pas et de voir comment les gens ont percé dedans. Et ton histoire est ultra inspirante. Mais qu'est-ce que tu attends de Dubaï? Je sens que le podcast devient peut-être un peu lent. Peut-être. Je vous conseille peut-être de poser, de continuer demain ou après-demain. Un podcast, ça ne doit pas s'écouter. Un petit break. Ouais, voilà. Même, moi, je vais vous le dire très honnêtement, je fais pareil. Je regarde les podcasts, je le laisse après 20 minutes, je peux le reprendre après. C'est pas dérangeant. Exactement. Rebondir un peu sur qu'est-ce que tu attends de Dubaï? Alors maintenant que je suis là depuis 2 mois, je ne vais pas te dire que j'attends rien, mais je pense que c'est et tout le monde le dit, un pays d'opportunités. Donc je pense pouvoir trouver mon, je ne vais pas dire mon Eldorado, c'est pas le bon terme, mais j'ai rien d'autre qui me vient derrière, mais je pense pouvoir... Une nouvelle étincelle. Une nouvelle étincelle, voilà. Alors,
comme je l'ai dit à mes parents, on s'est appelé pour Noël, je leur ai dit, je ne vais pas vous dire que demain je vais habiter à Dubaï, mais par contre, elle m'a donné l'étincelle de pouvoir rester moi-même qui je suis. Je lui ai dit, j'ai déposé des dossiers, je ne suis pas sûr que ça va être accepté. Ouais. Je suis rentré dans un sujet sensible en plus. Hein. Ouais. Cacher, israélien, on est dans un pays... Je pense qu'ils sont, les Émiratis sont très ouverts à cette Ils sont très ouverts, mais pas tout le monde est ouvert à ça. Pas tout le monde est ouvert, mais tu ne risques rien. Non. Ça, j'en suis persuadé. Mais par contre, j'ai vu dans des discussions le ressenti des gens. Il y a certaines... Tu sais quoi? Tout ce qui est nouveau fait peur. Toujours. Et c'est nouveau. C'est nouveau, c'est vrai. Cet accord-là est nouveau. Et je me rappelle, les premiers voyageurs qui sont venus d'Israël, c'était quelque chose de nouveau pour eux et pour nous. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, j'attends rien de vraiment de spécial, mais je peux te dire que je vois des choses. Ouais. Et j'ai ce feeling, comme quand je suis arrivé, je te le disais au début, en Chine, j'ai ce feeling qu'il peut se passer quelque chose, surtout dans ce moment d'après-Covid, entre deux. Ouais. Voilà. Est-ce que tu sens que tu es arrivé un peu tard à Dubaï ou est-ce que tu ne regrettes rien? Non, parce qu'en fait, je vais te dire tout simplement, je ne regrette rien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont redistribuées et qu'aujourd'hui, tu peux avoir accès à tout le monde, vu qu'il y a moins de gens. J'ai rencontré des gens qui étaient des stars dans leur pays, que tu peux leur parler, tu peux leur parler, on va dire, facilement. Alors que s'il y avait plus de monde, je pense qu'ils seraient un peu plus sur la retenue et ça ne pourrait pas être faisable. Ouais. Donc je pense que les cartes sont redistribuées et qu'il y a de la place en ce moment à Dubaï. Le chef Bourak vient d'ouvrir hier à Dubaï. Exact. Et il y a eu une hype énorme autour de son restaurant. Il y avait une foule de malades. Il y a eu le Crown Prince Sheikh Fazza qui était là. Est-ce que tout ça t'inspire? C'est beaucoup trop pour moi en fait. Ça m'inspire et je suis content pour lui. Mais je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Je me verrai même pas avec ma tête sur le Burj Khalifa. Non, mais c'est quand même un signe que l'industrie culinaire à Dubaï, elle est toujours en pleine expansion. Elle est toujours en pleine expansion, mais pourquoi je t'ai répondu ça? C'est parce que justement, on est aussi dans le show-off, et tous ces gens comme Nazret et puis ce monsieur-là, c'est du show-off, c'est des gens qui ont réussi parce qu'en fait, ils ont montré leur cuisine. Ouais. Moi, tu verras, tu as quelques vidéos de publicité de ce que j'ai fait, mais je ne me suis pas mis sur les réseaux sociaux, sur des murs pour présenter ce que je faisais. Les gens viendront chez moi, le jour où les gens viendront chez moi, ils resteront par le goût. Et par l'âme qu'il y a dans l'endroit en fait. Ouais. Je ne vais pas me mettre sur le Burj Khalifa ou sur les écrans géants. Je pense que Warren Buffett, il a dit « Never invest with your face ». N'investissez jamais avec votre visage. Je pense qu'il a raison. Et il a raison parce que si tu investis avec ton visage, tu dois être partout et tu ne peux pas être partout. Et tu peux pas être partout. Voilà. Écoute, je suis ultra heureux d'avoir fait ta connaissance et d'avoir ouvert mes messages. S'il vous plaît, envoyez-moi des messages si vous êtes à Dubaï parce que si ça permet de faire des rencontres aussi énormes. Exact. Et sache que tu as tout mon support ici à Dubaï. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, moi j'adore les gens qui viennent d'arriver, j'adore leur montrer. Voilà, exactement. Parce que ça me rappelle quand moi je suis venu. Et quand moi je suis venu, il n'y avait personne pour m'accueillir et j'avais pas d'amis pendant longtemps. C'est compliqué. Mais je pense que la société à Dubaï a évolué beaucoup. Ça a un peu évolué, je pense. Je pense aussi. Après, je te dis, j'ai pas beaucoup rencontré de gens jusqu'à présent. En fait. Ouais. Donc voilà, on te souhaite tout le succès. Merci jour beaucoup. Où ton restaurant ouvrira, on mettra l'adresse. Merci. Et voilà, bonne continuation et merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, merci Alex. À toi. À bientôt. À bientôt. Ciao les gars. Ciao.